Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue un mercredi de plus où on va parler d'économie. Alors je ne sais pas trop comment accueillir l'invité d'aujourd'hui. Pour être très honnête, je ne sais pas s'il faut que je lui parle en japonais, en anglais, en chinois. Il est juste en halte, hein, c'est ça. Frédéric Sudreau, comment ça va bien Frédéric Ça Sudreau? va super, merci beaucoup Bon, Bruno. c'est moi qui ai de la chance, hein. Je le prends peut-être, en tout cas ça me fait plaisir de l'imaginer entre deux avions, etc. Parce que, vous allez le voir, Frédéric Sudreau, c'est l'histoire d'un entrepreneur, une histoire qui n'est pas banale. Et j'ai trouvé intéressant de le faire venir parce que on regarde un peu comme ça les entreprises de l'extérieur, on ne sait pas trop comment ça se passe de l'intérieur et on sait encore moins, moi en tout cas, je sais encore moins comment ça se passe quand à un moment donné, il y a une idée, il y a un produit et hop, l'aventure entrepreneuriale prend un autre tour et on va au Japon, on va aux États-Unis, hop, on change d'univers. Moi, j'ai envie qu'il nous raconte ça, comment il le vit, si c'est aussi facile que ça, si ça le rend riche, si... Vous savez, c'est des questions qu'on se pose sans arrêt. Je vous rappelle juste, avant de démarrer un peu cette histoire entrepreneuriale, que l'émission, elle est accompagnée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse et la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne. Une fois de plus, je les en remercie parce que grâce à elles, eh bien voilà, on peut avoir un peu de matériel, on peut avoir un peu de souplesse pour travailler. Je vous rappelle aussi que vous devez poser des questions à Frédéric Sudreau. Par contre, comme d'habitude, on reste poli. Je vois qu'il y a un souci et on va arrêter et on va recommencer. Voilà, ça ne passe pas. Si, c'est bon, c'est passé. Voilà. A priori, je vois qu'il y a du monde. Est-ce que c'est passé? Il faut, voilà, qu'il y a des problèmes techniques. Allez, on va démarrer. Voilà. Les aléas de la technologie, je vois qu'il y a du monde. Donc, je vais vous rappeler, vous pouvez poser des questions. Bien sûr, on reste poli parce que sinon, on coupe. Voilà, Frédéric, allez, on va commencer un petit peu à faire connaissance avec toi. Le principe de l'émission, c'est toujours le même. On cherche à savoir un peu qui est la personne qui est là. Donc, qui est le jeune Frédéric Sudreau, qui était le jeune Frédéric Sudreau, d'où il arrive, quel a été un petit peu son parcours jusqu'au moment de la reprise de IT Communication, qui est le socle hein, initial. Euh, L'histoire est simple, je suis Limougeot, donc tu vois, j'ai pas été très très loin pour arriver dans ton salon. Je me suis même élevé dans le quartier dans lequel on est actuellement. Ouais. Donc voilà, je suis Limougeot, fier de l'être, Limousin. Mes parents, un venait de Dordogne, l'autre de Charente, ils se sont croisés à Limoges, ils y sont restés. Et j'ai fait eh bien, mon école primaire, ma scolarité en grande partie à Limoges. J'ai été étudiant à l'université de Limoges. J'ai fait ensuite une école de commerce et je suis parti aux États-Unis étudier et en Espagne également, ce qui m'a permis de m'ouvrir à quelques cultures différentes, un peu de savoir-faire linguistique, un petit peu, je n'étais pas excellent. Mais par contre, j'ai adoré voyager, j'ai adoré le monde international et le fait d'aller me frotter à d'autres cultures pour pouvoir travailler. Et ça m'a donné envie assez rapidement d'embrasser une carrière à l'international. Ouais. Et le premier job que j'ai fait, pour un Limougeot, c'est un peu bizarre, j'ai travaillé dans la porcelaine, dis donc. Ah oui, oui, effectivement, c'est assez original. Et j'ai bossé au Moyen-Orient pendant quelques années où j'ai accompagné des ateliers de porcelaine de la place, des entreprises de porcelaine de la place, où je faisais des salons avec les entrepreneurs locaux, la CCI et des gens qui organisaient des missions. Ce boulot assez rapidement voilà, m'a rappelé que c'était une industrie un peu vieillissante, avec peut-être à l'époque qui avait du mal à se projeter sur l'avenir. Et on m'a fait une offre d'intégrer un groupe de transport qui localement est très connu, qui s'appelle Bernis, Ouais. qui est devenu Géodis aujourd'hui. Et j'y ai passé une petite dizaine d'années. Tout d'abord assistant international, responsable international, directeur international adjoint, directeur international et en montant à un poste de direction du développement. Ce qui me permettait toujours d'avoir un pied dans un avion, ce qui ne me déplaît pas, Bien sûr. et puis de travailler la stratégie, le développement d'entreprise. Voilà globalement l'histoire juste avant la reprise de IT Communication. Alors on y arrive justement. À un moment donné, IT Communication, comment on fait cette bascule là, puisque IT c'est une reprise.
E.T. c'est une reprise, j'ai racheté la boîte à Daniel Roulet, qui est un artiste de la place, qui avait créé cette société en 1975 et qui était, figure-toi, l'agence de com de Transport Bernis. Et voilà, d'accord. Et voilà, et cette personne-là me dit, voilà, moi j'arrive en âge où je dois céder l'entreprise. Les perspectives qui m'étaient proposées chez Géodis m'intéressaient moins, pour une raison simple. Le groupe venait d'être racheté. Je passais d'un statut très opérationnel à un statut plus fonctionnel, que j'aimais moins. Et je me suis lancé dans l'aventure professionnelle du rachat d'une entreprise. Très bien, très bien. Donc, on ne va pas faire toute l'aventure d'E.T. Communication, mais E.T. Communication, c'est le socle de ce dont on va parler aujourd'hui, qui est Facility. Et pour lancer Facility, rien de mieux qu'une petite vidéo extrêmement simple et qui explique tout à fait bien ce dont on parle. Donc, on va le faire tout de suite. Et si l'affichage de ce site internet s'adaptait à vous? En cliquant sur le logo Facility, vous adaptez l'affichage d'un site web à vos besoins de confort visuel, confort moteur et confort cognitif. Indiquez vos préférences dans Facility. J'espère que le direct fonctionne bien. Revenez sur le site, il est immédiatement adapté, de même que tous les autres sites utilisant Facility. C'est simple, rapide et gratuit. Voilà, finalement, tout ça pour ça, je dirais. Ouais. Présenté comme ça, ça a l'air d'une facilité déconcertante. Donc, est-ce que tu peux nous reprendre un petit peu? Qu'est-ce que c'est que Facility? Facility, c'est un outil qui s'adapte sur les sites internet, sur les applications mobiles, que nous commercialisons auprès des propriétaires de ces sites internet ou de ces applications, et qui vient adapter l'affichage du site en fonction des troubles que tu peux avoir. Alors, on va être très simple. Tu es malvoyant, eh bien, on va grossir les contenus et les caractères. Tu es daltonien, on va ramener les couleurs que ton œil ne sait pas distinguer vers des couleurs que tu vas pouvoir distinguer. Si tu ne distingues pas le rouge du vert, eh bien, on va faire en sorte que tu puisses les distinguer. Si tu as un trouble moteur, tu ne peux pas aller cliquer sur un lien, tu ne peux pas utiliser le menu déroulant, aller sélectionner la taille du habit que tu vas acheter. On reconstruit l'ergonomie pour que ce soit facile à utiliser. Et si tu as un trouble de la compréhension, ce qu'on appelle un trouble cognitif, on va mettre quelques éléments en lumière qui vont te permettre de mieux comprendre. Si tu es dyslexique, ton cerveau va confondre le 6 et le 9. Si le 6 est vert et si le 9 est rouge, tu as une partie de la solution. Ça, c'est basique. C'est d'autant plus basique que on se positionne du côté de l'utilisateur. Ça, c'est même l'idéal, c'est-à-dire qu'un utilisateur, il aime ce qui est simple. Et ça, c'est vrai que c'est clairement expliqué. Mais je crois qu'il faut quand même arriver à faire ressortir toute cette technologie, cette recherche qu'il y a eu derrière. Et puis, on va commencer par le début. D'où ça vient cette idée? Alors, ça vient de E.T. Communication, comme tu l'as dit. Ouais. Et E.T., cette société, quand je l'ai rachetée, elle était en situation périlleuse financièrement, dépôt de bilan. Et il a fallu la reconstruire sur des vraies valeurs. Il y avait 21 agences de com à Limoges, il fallait qu'on se différencie. Première valeur, c'est l'environnement. En fait, on a été la première agence de pub en France certifiée ISO 14001, c'est-à-dire respectueuse de l'environnement. Deuxième valeur, c'est l'humain. On a intégré dans l'entreprise plein de gens qui avaient des parcours complètement différents, des gens qui étaient issus du monde du handicap, des gens qui étaient seniors, des gens qui sortaient de l'univers carcéral à qui on a donné une deuxième chance. Et nos valeurs humaines, on les porte encore aujourd'hui de manière extrêmement importante et récurrente. On fait partie, on adhère à la charte de la diversité, etc. etc. Et troisième valeur, c'est l'innovation. Toutes les semaines, les collaborateurs de E.T. de 2008 à 2012-13 ont eu une journée par semaine à réfléchir à quel serait leur métier de demain. Je te dis pas, quand j'en parlais à ma comptable, la tête qu'elle faisait en me disant mais comment je vais réinventer la compta. Et bien un jour, il y a un jeune stagiaire qui dit mais moi je suis persuadé que sans toucher au code source qui construit un site, on va pouvoir l'adapter aux besoins de celui qui est en face. Alors je prends un exemple très simple, celui qu'il avait pris à l'époque. Je suis une petite fille, tous les sites sur lesquels je veux naviguer, je veux qu'ils soient roses. Tous les sites sur lesquels veut naviguer un petit garçon pourraient être bleus.
Fort de ce constat, on a charpenté un peu la réflexion, on a mis des vieux développeurs, là, c'est que ceux qui avaient 27, 28, 29 ans, les vieux. Ils ont réfléchi au truc et on s'est dit, mais finalement, c'est pas simplement changer les couleurs qu'on va faire, on va être capable d'adapter, interpréter un site en fonction de la personne qui est devant l'écran, pour que cette personne, elle soit confort, qu'elle soit âgée, avec des besoins différents, ou qu'elle soit, eh bien, tout simplement en situation de handicap, avec des besoins beaucoup plus lourds. Alors on va voir une démonstration. Hein. Tu nous as fait passer des images. Hein. On a la démonstration du site de la ville de Limoges. Hein. Alors tout ça, une fois de plus, c'est très intéressant. Il y a effectivement l'idée de départ. Il y a au départ quand même. C'est une boîte de com, c'est pas une boîte de nouvelles technologies, même si c'est un outil pour une boîte de com. Comment se fait la bascule? Parce que ça veut dire que tu es sur un secteur d'activité que tu maîtrises parfaitement, et là tu mets le pied dans quelque chose qui est extrêmement technique, en termes de recherche, en termes de développement. Comment se fait cette bascule-là, et qu'est-ce qui te dit, qu'est-ce qui te fait dire à un moment donné, ben là j'y vais, plutôt que je ne sais pas trop faire, ou qu'est-ce qui fait cette bascule-là? On est vraiment sur la notion d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que il y a une opportunité, on a des équipes techniques qui sont des développeurs informatiques qui maîtrisent très bien le sujet, qui te donnent quelques guides, et à partir du moment où tu te rends compte qu'il y a une opportunité, peut-être marché, eh bien tu prends un risque. Et là, tu t'adresses à ton environnement proche, c'est-à-dire, à l'époque, il y avait quelque chose qui remplaçait la BPI, mais qui fournissait quelques aides à l'innovation. Donc, on te donne un premier petit ticket en te disant, voilà, embauchez ce jeune qui est un ingénieur, qui va vous aider à travailler dans tel et tel domaine, recruter 2-3 personnes, tu as des accompagnements, et puis tu as des gens qui te font confiance tout de suite. J'envoie un sur ton piano, sur ton secrétaire. Sur mon bureau. Sur ton secrétaire. Voilà, j'ai un jour appelé Fred Forté, je lui dis, et si tu jouerais le jeu avec nous pour qu'on rende le site du CSP plus accessible à des gens qui ont des troubles? J'ai demandé la même chose à la ville de Limoges, qui m'a dit oui. J'ai demandé à quelques entreprises qui représentaient des savoir-faire divers et variés. Ils m'ont tous dit oui sur le projet, parce que c'était un projet inclusif qui les intéressait. Et on a lancé notre première techno comme ça. Alors c'était super artisanal, c'était fonctionnel, mais c'était perfectible. Et on est passé à une phase, une fois qu'on a eu trouvé ces premiers tests, les premiers utilisateurs, on est passé à une phase plus industrielle après. Alors ce qu'il y a d'assez fascinant dans ce projet aussi, qui pour toi aujourd'hui peut sembler peut-être un peu facile, puisque tu as avancé depuis, hein, les étapes se sont passées les unes après les autres, c'est qu'il y a tout cet aspect technologique. Ok, cette vision, voilà. Mais on est en train de parler d'accessibilité. C'est-à-dire, il y a cette notion de compensation du handicap. Et ça, c'est pas ton univers au départ. C'est pas mon univers. Par quel bout, ça aussi, on le prend, et puis ça te fait mettre le pied dans un univers aussi qui n'est pas le tien, qui est déjà très structuré, qui t'attend pas forcément. Hein. Comment ça se passe? Je pense que justement, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que le fait qu'on se soit vraiment intéressé à l'environnement, l'écologie, qu'on ne veuille pas avoir d'impact en tant qu'agence, ça veut dire qu'on porte des valeurs fortes. Ouais. Quand l'humain est mis au centre de la boîte pendant des années, et on continue à le faire, forcément, tu prends en compte les gens qui sont dans ton périmètre. Et quand il y a des gens qui sont handicapés eux-mêmes dans ton entreprise, tu vas essayer de trouver des solutions pour eux. La technologie est une réponse à ça. Et l'innovation, forcément, c'est un biais d'accès. Alors, rentrer sur l'accessibilité, ce n'était pas forcément ce que l'on recherchait au départ. On était plutôt peut-être sur la silver economy, ou l'adaptation à l'utilisateur. Mais l'utilisateur, si je reprends l'exemple du petit garçon qui veut voir un site internet en bleu, eh bien, à la fin, ça peut rapidement découler sur des modifications plus lourdes et plus substantielles qui accompagnent le monde du handicap. Oui, le monde du handicap, c'est fermé, très très dur d'y rentrer, d'y pénétrer, pour avoir le blanc-seing de communiquer sur ce terme-là, tout simplement, on te reproche d'être trop innovant, de ne pas respecter les codes. Une start-up, c'est là pour casser les codes, c'est ça l'innovation. Si on reste dans des normes écrites, on ne fera jamais d'innovation. Donc, pétons les codes, on fout tout en l'air pour repenser les choses différemment. Et peut-être que là, on arrivera enfin à disrupter et être complémentaire à ce qui existe. Et c'est ça l'objectif. C'est non pas de venir remplacer, mais de dire on va pouvoir proposer une offre différente qui va peut-être accompagner des gens différemment.
c'est encore un peu difficile dans la relation que l'on a avec le monde très fermé du handicap, mais quand on a aujourd'hui 1 250 000 utilisateurs, ça commence à être légitime et on dit on accompagne du monde, ça fonctionne, regardez, les stats le prouvent. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. C'est pas simple de rentrer dans ce secteur-là, ou en tout cas aussi rapidement ou aussi facilement qu'on le souhaiterait. Il y a une ministre qui s'appelle Sophie Cluzel, qui est très proactive dans le champ du handicap. Est-ce que vous avez des rapports avec Sophie Cluzel? Est-ce qu'elle connaît le projet, le produit? Comment elle se situe par rapport à ça? Bien entendu, on l'a rencontrée à plusieurs reprises. Bien entendu, elle a eu des démonstrations à plusieurs reprises. Je crois qu'elle est très touchée d'ailleurs par le handicap cognitif dans son environnement très très proche. Donc elle est très sensible à ça. Après, je pense qu'elle a un rôle de ministre aussi à avoir. Il y a des associations qu'il faut qu'elle puisse, avec lesquelles elle doit garder le contact. Voilà, à ce jour, c'est compliqué pour nous de rentrer au niveau du ministère de la Santé, mais on équipe une partie du ministère du Numérique, on équipe également le ministère de l'Économie sociale et solidaire. On ne désespère pas un jour d'équiper le site du ministère de la Santé. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas une fin de non-recevoir, mais ce n'est pas partie des priorités qui sont mises en œuvre. D'accord. Bon, il fallait poser la question, hein. Puis si jamais tu la vois, tu diras bonjour de ma part, on ne sait jamais, on aurait peut-être des choses à se dire. Donc au départ, des portes d'entrée, je dirais de proximité, hein, des gens que tu connais, on est tous un peu comme ça, quand on a un projet, on va tester en proximité. Donc Fred Forté, effectivement, je ne sais pas si vous voyez, il est là, voilà. C'est vrai qu'il était particulièrement sensibilisé au handicap et il a toujours été très, très participatif. Là aussi, il y a deux logiques, il y a plusieurs logiques. Il y a la logique du handicap, on est centré sur l'humain. Il y a la logique technologique, où là, effectivement, il y a des choses à faire, des choses à monter. Et puis, il y a une logique financière, parce que c'est pas non plus du bénévolat, c'est pas non plus... on est dans l'entrepreneuriat, hein, on est dans le secteur marchand. Au départ, pour que les gens comme moi qui ne sont pas trop malins comprennent bien comment ça se construit. C'est-à-dire qu'il y a le projet, il y a des tests, tout de suite c'est quelque chose qui se quantifie. Non. Comment on construit? Comment on construit? Déjà, moi j'ai la chance d'avoir une agence derrière qui a porté le projet au départ, c'est Fonds Baptismaux. Ça veut dire que les investissements de départ ont été portés par l'agence IT Communication, ce qui nous a permis de mettre en place les premiers concepts, les premiers prototypes et de travailler avec toutes les associations pour que ce soit les usagers qui nous disent ce qu'il faille qu'on fasse. Donc, on a passé beaucoup de temps, on a investi partie des ressources de l'agence pour pouvoir créer ce produit-là. Ensuite, on imagine le marché, on teste le marché et on va prendre notre bâton de pèlerin, rencontrer les clients et leur proposer le projet. On fait des salons. Et puis un jour, vous avez la petite lueur qui passe devant vous. Ce mec-là, c'est le patron du CES, le salon de la technologie à Vegas. Le bonheur. Voilà, le mec qui passe devant moi, personne ne le reconnaît dans le salon et moi je me dis mais c'est pas possible, c'est Gary Shapiro. Je vais taper sur l'épaule, je lui dis salut Gary, vous êtes bien Gary Shapiro? Il me dit ouais c'est moi. Et je dis voilà, moi je suis un entrepreneur innovant, je suis en France, est-ce que je peux te montrer un truc? Je lui montre mon truc qui s'appelle Facility. Il s'avère que Gary, ses 2 parents sont atteints d'un trouble important qui est Parkinson. Il me dit, mais tu as un truc pour Parkinson? Je dis, ouais, c'est ça. Il me dit, génial, l'année prochaine, tu es au CES avec moi, je t'invite. Ça a commencé comme ça. Donc, la visibilité, c'est un coup de chance, c'est un peu d'audace. C'est certainement être là au bon moment, ça se provoque un peu, et puis il y a la part de la chance que tu ne maîtrises pas. Et sur laquelle c'est. Alors par contre, d'accord, alors ça c'est bien, et puis ça fait partie de l'histoire, c'est génial, le truc qui fait qu'à un moment donné, la chance aussi, il faut la provoquer, hein, ça veut dire que, je reviens là-dessus, il y a eu toute une partie qui était portée par IT Communication, hein, c'est-à-dire que parce que le temps, on a l'habitude de le dire, le temps c'est de l'argent, le temps de développement, la mobilisation de certains de tes collègues professionnels sur cette tâche-là plutôt que d'une autre. Est-ce qu'on peut avoir, c'est pas au centime, mais pour qu'on se rende bien compte,
on a vu là le produit qui est très simple d'utilisation. Est-ce qu'on peut aujourd'hui... Alors, l'aventure a commencé quand, à peu près, de Facility? Premier prototype, on va dire, c'était 2013-2014. Voilà. On est en 2022. Alors, c'est pareil, on a l'impression... C'est vrai que maintenant que tu le dis, 2013, ça commence à faire, hein, alors qu'on a l'impression que tout a... C'est vrai qu'il y a la caisse de résonance régionale, hein, quand quelque chose marche, tu sais, on a l'impression que ça marche tout de suite. À combien, à peu près, tu estimes cette phase de recherche et de développement? Voilà, à peu près. Tout le travail de R&D, c'est 18 000 heures. 18 000 heures pour donner une équivalence de travail d'un temps plein, c'est 10 personnes. C'est 10 personnes sur un an. D'accord. Donc, si on avait à quantifier ça, ça s'est déroulé un peu plus long parce qu'on n'avait pas les moyens d'embaucher 10 personnes immédiatement, mais c'est 18 000 heures de R&D. Donc, de rencontres d'associations, de rencontres des usagers, de développement technologique, de se planter, de revenir en arrière, de réindustrialiser quelque chose qu'on avait mal fait, etc., etc. Et tout ça, c'est du temps où rien ne rentre. Rien ne rentre. Par rapport au produit direct. On est d'accord. Rien du tout. Et tu commences à avoir les premiers preuves de concept, donc le CSP, la ville de Limoges, quelques sociétés qui nous ont accompagnés. Et à ce moment-là, tu te dis, mais finalement, le marché, je le tiens. Je sais faire, j'ai pris ce risque-là. Je suis assez convaincu que ce que je fais va fonctionner parce que j'ai eu plusieurs étapes de validation. Et à ce moment-là, tu rencontres tes premiers clients. Et ces premiers clients, tu vas mettre, avant d'être rentable, 3-4 ans. 3-4 ans pendant lesquels, c'est encore une fois E.T. qui porte ce projet-là. E.T. en a porté d'autres, mais celui-ci est le plus connu. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, mais cette société, elle doit vivre de ses propres ailes. Ouais. Et on crée depuis E.T. Ce Sphinx, cette nouvelle société qui s'appelle Facility. Facility a remboursé E.T. en rachetant le brevet qui avait été déposé. C'est-à-dire que la solution qu'on a développée, la technologie est maintenant brevetée et propriété de la start-up Facility qui a été créée, elle, en 2018, sur un marché qui a été bien fondé, créé et imaginé par E.T. D'accord. Ça, c'était important. Je trouve que c'est important parce qu'effectivement, bien souvent, on a l'habitude de voir les résultats des choses et pas forcément le déroulé. C'est beaucoup de temps quand même. Hein. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Alors, on va voir justement un des premiers clients, hein, si je ne me trompe pas, Cdiscount. Tout le monde connaît Cdiscount. Donc, on va voir la vidéo de Cdiscount. Chez Cdiscount, nous nous engageons au quotidien pour rendre accessible le numérique à toutes et à tous. Nous avons immédiatement vu le potentiel d'un partenariat avec Facility et aujourd'hui, Cdiscount est le premier site de e-commerce généraliste à mettre en place la solution et c'est un succès qui nous rend très fiers. Le choix de Facility a été évident pour nous car nous travaillons déjà avec eux sur notre site emploi et c'est en plus la solution la plus adaptée et la plus complète sur le marché. Hop là, ça coupe rapidement. Voilà, ça déjà, c'est un client. Donc, c'est venu assez rapidement, Cdiscount? C'est venu assez rapidement parce qu'on a été les voir en leur disant, mais si on équipait le site Cdiscount, est-ce que ça vous permettrait d'apporter peut-être plus de clients, d'avoir plus de rétention de clients? Ils nous ont dit non. La première valeur qu'on va porter, c'est qu'on souhaiterait s'intéresser aux gens que l'on va recruter. Et pour être dans un recrutement le plus large possible, il faut qu'on s'adresse aux personnes, y compris en situation de handicap. D'accord. Donc, équiper d'abord notre site de recrutement. Ça a été pour eux un test, on va dire, pour voir comment c'était reçu au niveau de la population un peu différente. Et ils ont eu des super retours. Et dans la foulée, ils ont dit, écoutez, on y va, on a envie d'aller jusqu'à l'adaptation du site Cdiscount. Pour vous donner une idée, nous, on a traité l'équivalent de 70 millions de pages pour que chacune de ces pages soit accessible. Pas un échantillonnage. 70 millions de pages sur le site sont rendues accessibles à travers la solution d'inclusion Facility. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Cdiscount, c'est une société régionale. Hein. C'est basé à Bordeaux, bien sûr, dans la Nouvelle-Aquitaine, avec les équipes qui sont sur place et qui sont des interlocuteurs, en effet. Très bien, très bien. Donc là aussi, effectivement, c'est le cas de... Est-ce que cette histoire de... alors j'allais dire un peu, peut-être on peut mettre ça sous l'angle de la responsabilité sociétale, en tout cas la conscience sociétale peut-être de certaines entreprises. C'est une vraie porte d'entrée pour Facility où il n'y a finalement que quelques entreprises qui sont
qui sont sensibles à ça au départ. Et en fait, c'est une solution de plus pour optimiser leur communication et leur outil de vente. Non, non, c'est une véritable clé d'entrée pour une raison simple. Les entreprises de grande taille aujourd'hui s'intéressent réellement à la relation qu'elles en renvoient et l'image qu'elles renvoient d'un point de vue sociétal. Elles ont des engagements qu'elles prennent envers leurs propres collaborateurs d'ailleurs, ce qui fait que Facility n'est pas uniquement installé sur les sites internet qui s'adressent au grand public, mais également sur les outils de travail. Imaginez que vous soyez un collaborateur d'une entreprise, que par un accident de la vie, malheureusement, vous perdiez une partie de votre autonomie et vous travailliez précédemment dans un bureau. Ça veut dire que vous allez perdre votre job. Eh bien, avec Facility, on l'a démontré dans plusieurs cas, un collaborateur peut conserver son job parce que c'est l'ordinateur qui s'adapte à lui. L'image qui lui est renvoyée, il a besoin de grossir, il a besoin de modifier parce qu'il a perdu l'usage d'un membre par exemple, de modifier l'ergonomie. Tout ça, Facility le lui permet. Donc oui, ça a un rôle social et sociétal dans l'image, mais également dans la fonction qu'a l'entreprise envers ses collaborateurs. Alors, quand j'entends ça, ça veut dire que vous êtes en relation avec tous les services de santé au travail, vous êtes en relation avec tous les ergonomes de France, parce que c'est ça aussi. Il faut que je te dise combien on est peut-être avant pour savoir si on est en relation avec tout le monde. Voilà, moi je cherche, je me dis merde, il faut y aller là. Non, Facility c'est une toute petite start-up, donc aujourd'hui on n'a pas les moyens d'être en relation avec tout le monde. C'est extrêmement compliqué de pouvoir se démultiplier. Et puis voilà, et puis on a des échéances mensuelles qui tombent, qui sont le nombre de salaires, la structure qu'on met en place, continuer à payer la R&D. Donc on a besoin d'aller chercher du chiffre d'affaires. Donc on a des gens qui exploitent chez nous, on a des gens qui sont en relation avec les associations, des gens qui sont en relation avec, pour la R&D, les nouvelles fonctionnalités qu'on est en train de développer, avec des chercheurs, des universitaires, des labos, etc. On n'a pas le temps malheureusement d'aller voir tout le monde, mais à chaque fois qu'on a une opportunité, on est content de la saisir pour pouvoir essayer de mettre une pierre de plus à notre édifice. Ça veut dire que là aussi, il y a l'image qu'on peut avoir de l'extérieur et puis la réalité du terrain. Cette entreprise, c'est une ado, c'est ni une enfant, ni un adulte complètement confirmé. On est encore au stade de l'ado qui peut facilement trébucher, qui peut s'enrhumer au moindre coup de vent. Comment tu la positionnes sur ce schéma-là ? Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. De toute façon, on est sur un secteur très concurrençable et même si on est protégé par des brevets, des savoir-faire et aujourd'hui une véritable avance technologique, il y a un truc de sûr, c'est que nul n'est irremplaçable et il suffit qu'il y ait un major mondial qui décide de faire ce que l'on fait. Voilà, demain, il nous balaye du revers de la main. Auront-ils intérêt à faire ça ou à nous faire une proposition? Ça, on ne sait pas. Mais dans l'idée, oui, on n'est plus au stade de l'enfant. Ça serait une entreprise qui peut nous accompagner en levée de fonds qui le dirait, où on est considéré comme étant en amorçage. C'est plus le cas puisqu'on a trouvé notre marché, on fait du chiffre d'affaires et plutôt pas mal. On est présent sur différents continents. Voilà, donc on a prouvé qu'on sait faire quelque chose qui fonctionne. Et on n'est pas adulte, on n'est pas mature encore à être 100% autonome dans ce que l'on fait. Donc on a de la rentabilité, peu mais on en a. Et cette rentabilité nous permet de dire on est sans arrêt en train de réinvestir ce que l'on gagne pour pouvoir aller plus loin. Donc bien entendu, quand on ne conserve pas son pécule sous son matelas, on prend un peu plus de risques parce que s'il y avait un grand coup de vent, on a plus de mal, on a cramé le cash. Mais il faut qu'on aille vite, on est une start-up. Avant que les concurrents n'arrivent et nous piquent des parts de marché ou se positionnent à notre place, il faut forcément qu'on réagisse rapidement. Donc on a de l'argent, on le cale, on le claque pour pouvoir aller plus loin dans l'innovation, aller plus vite sur des marchés et être présent pour accompagner le plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, en termes de fonctionnement d'entreprise, la structure est rentable, mais on est encore dans les phases d'investissement et voilà, l'idée c'est de ne pas tout mettre dans le coffre tout de suite. Bien sûr que non, mais absolument jamais ça. Non, on est vraiment là pour investir sans arrêt et j'espère que voilà, moi je suis un start-upper un peu mature, on va dire. J'espère que dans 20 ans ou 30 ans, s'il y a un mec qui me remplace, il sera toujours en train d'investir. On ne s'arrêtera jamais. Si je prends l'exemple des troubles que l'on peut accompagner, on est très très loin d'avoir fait le tour de tout ce qui peut poser problème. Et si demain on s'arrête, c'est soit qu'on a résolu tous les problèmes, ça m'étonnerait que ce soit le cas, soit c'est qu'on aura un mec qui n'aura plus envie. Et pour moi, l'investissement, c'est la clé du succès, de la réussite d'une start-up. Il ne faut jamais s'arrêter. Très bien. Alors, il y a des questions qui me viennent au fur et à mesure. La première des questions, c'est que
Alors moi, je suis particulièrement sensibilisé à l'emploi. Là, tu fais appel à des compétences bien particulières quand même en termes de développement. C'est facile à trouver, les collaborateurs restent, voilà, chacun a des vies personnelles, professionnelles, une équipe ça bouge, etc. C'est aussi une matière première extrêmement importante pour toi. C'est la seule et unique matière première que nous ayons, c'est-à-dire le collaborateur et sa matière cérébrale, sa capacité à se projeter, à imaginer. Donc on a très peu de turnover aujourd'hui. On a la chance d'avoir quelques formations en Limousin qui nous proposent des codeurs, qui sont pas mal. On a, dans le malheur du Covid, eu la chance d'avoir plein de très très bons profils qui sont arrivés de grandes régions en voulant se mettre un peu au vert. Et je les en remercie parce qu'ils ont rejoint l'équipe et avec une ferveur, une envie, une attention, une passion qui est géniale et débordante. Ils arrivent avec de vraies compétences, donc ça nous permet d'upgrader encore notre savoir-faire, donc c'est fantastique. Et puis, voilà, pour recruter localement, certains profils sont un peu plus durs à trouver, mais on va puiser notre ressource également dans les personnes en situation de handicap, qui nous apportent énormément, et on a pas mal de collaborateurs en situation de handicap. Je ne vais pas dire beaucoup, c'est pas vrai, mais on en a quand même pas mal. Ce qui nous permet de pouvoir aussi tester en live, et ces gens-là sont hyper partie prenante dans notre développement, parce qu'ils se sentent pleinement impliqués. Donc ça veut dire qu'on conserve les collaborateurs aussi parce qu'on a une histoire d'entreprise à raconter, et parce qu'on est une entreprise avec des valeurs. Donc on n'a peut-être pas les valeurs RSE des grands groupes, mais on porte quelque chose dans notre sein où les gens ils se battent parce qu'ils ont ça dans les tripes et ils ont envie d'aller au bout et d'aider les gens, tout simplement. Alors, tu as évoqué la Covid. Moi, j'ai reçu ici des responsables politiques, d'autres chefs d'entreprise. Tu confirmes, il y a des gens qui sont venus chez nous, alors notamment pour le télétravail, choses comme ça. Ils ont vraiment trouvé quelque chose ici. Bien sûr. Ça, tu confirmes. Ah, je confirme. Enfin, moi, j'ai en période, ça s'est un peu calmé là depuis quelques temps, mais je pense que par mois, on avait 7 ou 8 ou 10 candidatures dans les entreprises comme les nôtres, de personnes qui voulaient quitter leur région. Il y a de très belles startups sur la plage, je pense à Laou notamment. Elle est venue là, voilà, Aurore. Elle est venue. Aurore qui nous a trouvé des pépites fantastiques parce que justement les gens voulaient quitter les grandes villes pour rejoindre, voilà, pouvoir se payer une vraie maison avec un vrai jardin et vivre dehors. Ça a manqué à beaucoup de monde à cette période-là. Ouais, ça marche. Après, je pense effectivement aussi que au-delà de la région, le travail en lui-même, porteur de sens et porteur de valeur, a eu une importance. Mais je pense que c'est ce qui permet de conserver les collaborateurs dans leur emploi également et de leur donner des perspectives, de se projeter dans ce qu'ils font. Les nouvelles générations ont d'autant plus besoin de sens. Donc si vous avez un projet où vous n'avez pas de sens à leur donner dans leur quotidien, il y a peu de chances que vous les gardiez. C'est compliqué. Tu as abordé la Covid. On vient de passer 2 années un peu compliquées. Concrètement, est-ce que, premièrement, quand tout ça est arrivé, est-ce que tu t'es dit, mince, ça va coincer? Deuxièmement, mais on abordera la partie internationale un peu plus tard, mais voilà, est-ce que tu t'es dit, il faut réorganiser, il faut... quel a été l'impact de la Covid sur le développement? Alors, immédiatement, tu te dis, mais qu'est-ce qui nous tombe sur le coin de la figure? Qu'est-ce que c'est ce pays qui s'arrête 100% d'activité, qui arrête 100% de ses activités un 16 ou un 17 mars? Enfin, tu te dis, c'est pas les plans que j'avais imaginés, c'est pas comme ça que j'avais fait, je n'ai pas levé de fonds, je suis tout seul à financer le truc, ça va jamais passer. On a heureusement eu tout de suite des aides et des choses qui nous ont permis de maintenir l'emploi. Et on avait la chance, nous, d'avoir fait une grosse partie de notre développement commercial qui nous a permis de garder les gens au boulot. C'est-à-dire que chez Facility, il y a eu très 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 peu de chômage partiel. Parce que les gens avaient du taf. En juillet, on a repris un peu le boulot, les gens étaient un peu en vacances, disaient il faut qu'on souffle, on a eu 3 mois de confinement, donc on voudrait souffler, donc ça s'est un peu ralenti. Je pense que le plus dur pour nous, ça a été le 2e confinement. Le second confinement a été long, les gens n'avaient pas forcément dans les très grosses boîtes à Paris repris pied dans leur bureau. Donc pas de bureau, tu as moins d'échanges. Pas de bureau, les décisions se prennent plus lentement. Pas de bureau, c'est qui adopte le budget, c'est qui va prendre le budget de Facility, un truc innovant, on ne sait pas où et qui va le payer, qui va l'attribuer, quel service. Tout ça, ça a pris du temps et ça nous a en effet ralenti dans notre développement. Au niveau des équipes, ça veut dire le manager intermédiaire qui est celui qui est sans arrêt à côté de ses collègues et puis qui file un petit coup de main quand il y a un truc qui coince parce qu'il l'a vu dans l'œil de son collègue, il ne le voyait plus ça. Donc
l'entreprise se désorganise. Tu recrées des petites Ouais. réunions, tu recrées des points d'échange. Mais il faut apprendre à gérer ça quand tu ne sais pas forcément Bien le sûr, faire, bien sûr. même si on avait entamé le télétravail, nous. Et puis le dernier point, c'est peut-être que tu ne te vois plus. Et en fait, ce qui faisait le lien avant, c'est-à-dire ces valeurs que l'on porte tous ensemble, ben, au bout d'un moment, tu ne les portes plus, les valeurs. Ouais. Parce que c'est plus... Voilà, tu vis autre chose dans ton appart, dans ta maison, tu vis ton truc à un moment de la journée, puis à un moment, tu te remets à ton boulot. Donc, ouais, ça a été des moments qui ont été assez compliqués. Moi, je le dis, heureusement qu'il y a eu des aides qu'on a pu avoir parce que ça nous a permis de franchir ce cap-là. Ouais. On a fait appel au PGE, on va rembourser le PGE sans aucun problème, on y va, mais c'est de notre responsabilité d'entrepreneur que de dire on va le rembourser. Mais si on ne l'avait pas eu, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas où on en est. Très bien. Une dernière chose par rapport à la donnée financière. Le modèle économique, c'est quoi? En fait, tu ne vends pas un logiciel et au revoir. Hein. Il y a toute cette phase, effectivement, d'équipement. Et puis, c'est quelque chose qui à partir du moment où on dit OK, on est parti pour du long terme. Normalement, oui, en effet. Hein? C'est aussi Si ça fonctionne, il l'effet n'y a pas de raison. voilà, l'effet de la récurrence du modèle qui Ouais. nous permet d'avoir des revenus réguliers. Mais dans l'idée, c'est assez simple. On a nos équipes qui installent. Alors, Facility n'est pas une solution plug and play absolument automatique qui va tout traduire automatiquement. Les algorithmes sont intelligents, mais ceux qui sont intelligents font du boulot qui est souvent de très piètre qualité. Donc, nous, on remet de l'humain derrière. C'est-à-dire que le boulot qui est fait par nos équipes, il est réellement fait par des gens qui sont basés à Limoges et qui ont le savoir-faire et qui ont été plus de 6 mois formés à développer du Facility. Il y a donc un coût d'installation qui est lié à cette mise en place-là. Vous avez un site internet. On a un coût d'installation qui va de 2 000, 3 000, 4 000 euros selon la complexité de votre site internet. C'est une fois, vous le payez, c'est installé. Et ensuite, il y a un abonnement pour utiliser ce brevet, cette solution, cette licence d'accessibilité qu'on met en place sur votre site. Et cette licence-là, elle va dépendre du nombre de visiteurs que vous avez dans la journée. D'accord. Donc, jusqu'à C'est 5... indexé. Exactement. D'accord. En fonction du nombre de visiteurs. Gagnant pour tout le monde. Hein. Voilà, et ce qui permet, nous, de dimensionner les tailles, Bien on sûr. va dire, des réseaux informatiques Ouais. et des informations qu'on va transmettre. D'accord. Donc, il y a ces deux valeurs-là, et ça, comme c'est une rémunération mensuelle, ça nous permet de nous projeter dans le temps avec un peu plus de sécurité financière. Alors c'est vrai que la question est venue justement après la Covid, parce que si tu as déjà des clients, bon, ça ne fait pas tout, mais au moins si eux continuent leur activité, ça veut dire que toi, tu continues à rentrer de l'argent. Oui, et puis la Covid, comme tu disais, ça a quand même été un grand boom pour la technologie Exactement. et Internet. Exactement. Et certains se sont dit, mais c'est absolument le moment de prendre en compte des populations différentes parce qu'elles ont encore plus de difficultés pour consommer qu'elles ne l'avaient par le passé ou pour se renseigner. On a fait des actions, nous par exemple, où on a offert Facility à tous les organismes publics qui le souhaitaient pendant toute la période du Covid. C'est-à-dire que vous avez des informations Covid à faire passer, c'était cadeau. Et l'ensemble des pages et des informations Covid, elles étaient traduites avec nos filtres pour que tout le monde puisse avoir accès à la même information, le même degré de connaissance et de compétence et de compréhension. Très bien. Je vous rappelle, s'il y en a qui ne dorment pas, on ne sait jamais, parce que des fois je me dis, peut-être ils dorment. Ça m'étonnerait parce que c'est intéressant quand même. Vous pouvez poser des questions. Alors peut-être qu'il y a un problème technique, peut-être que ça ne marche pas. Mais là, on va passer à autre chose et qui fait toujours un peu rêver. Vous savez, quand on est sur Limoges, sur machin, on dit oh là là, c'est petit. Tout. Là, on a un gars qui il se promène partout dans le monde. Il y a cette rencontre dont tu nous as. Donc là, on voit des photos du CES Las Vegas. On a un peu de mal à y croire. Tu vois, tu vas sur un salon, tu vois passer le directeur du CES. Là, c'est autre chose qui commence. Alors, même si toi, effectivement, tu nous l'as dit, tu as la culture du hors frontière, hein, tu as beaucoup travaillé à l'étranger, donc ce n'est pas des choses qui te surprennent. Il n'empêche quand même que par rapport à ton activité d'IT communication, à un moment donné, tu commences vraiment à mettre un pied à l'extérieur et c'est le premier pied parce qu'après, il va y en avoir un peu partout. Raconte-nous un peu ce premier CES de Las Vegas. Déjà, alors le CES de Las Vegas, pour que les gens comprennent un peu, même si c'est beaucoup plus gros, c'est un peu le festival d'Avignon des comédiens. Vous savez, ici, dès qu'on peut aller à Avignon, CES, c'est fabuleux pour les nouvelles technologies. Hein. Déjà, explique-nous un peu ce qu'est le CES pour les gens qui ne connaissent pas et comment on monte cette première présence au CES. C'est le CES, donc c'est le
premier salon de l'innovation mondiale, le deuxième étant souvent considéré comme étant Vivatech en France. Ouais. Donc c'est un salon qui vient présenter de l'innovation sous toute forme. Si aujourd'hui vous avez une voiture qui conduit de manière autonome, c'est parce qu'à un moment elle a été présentée au CES. Si vous avez un écran plasma qui fait 2,50 m dans votre un écran plasma, un écran LED qui fait 2,50 m de diagonale, c'est parce qu'il a été présenté au CES. Une voiture 100% autonome, 100% électrique, c'est parce qu'elle a été présentée au CES. Donc le salon de l'innovation, c'est là-bas. Et comment on s'y retrouve? Comme je te le disais, c'est une rencontre fortuite, se retrouver à monter un stand, prendre nos valises et puis se dire mais c'est quoi notre argumentaire en anglais? Quels sont les éléments qu'il va falloir mettre en avant? Est-ce que culturellement on va fonctionner pareil ou pas? J'avais la chance d'avoir un responsable international avec moi et moi-même qui avait cette culture-là. On a assez su rapidement, assez réussi à jongler avec les contenus. Et puis dans la foulée de Vegas, on fait une petite mission pour terminer à New York. On rencontre les gens de la mairie de New York. Ils nous disent mais finalement on vous a vu à Vegas, on a vu ça, c'est génial, équipez le site de la mairie de New York. Donc la première année, on gagne le deuxième prix d'innovation à Vegas, ce qui est quand même pas mal dans notre catégorie. Bon, ouais. Et donc pour la première année. Et on fait un voyage à New York et dans la foulée sur New York, on signe la mairie de New York et on revient, on se dit mais c'est l'Amérique quoi. Ouais, ça c'est clair. Alors quand tu dis on gagne le deuxième prix de l'innovation, je vais dire, vous gagnez quoi? En fait, tu gagnes de la visibilité tout de suite, c'est ça le... Uniquement ça, cadeau, mais par contre, tu prends le New York Times, c'est à une demi-page dans New York Times. C'est juste énorme. Ouais. Voilà, c'est le truc que tu pourras jamais te payer. Et voilà, tu as un relais dans USA Today, tu as voilà, des choses comme ça qui vont faire que ça te légitime un peu plus sur le marché. Ces choses-là ont un impact, tu le sens ou pas? Tu as pas mal d'impact sur l'instant quand tu vas visiter un client en Amérique. Il va tout de suite googliser, il va chercher sur Internet si tu existes ou pas. Si tu ressors 2 articles comme ça, c'est assez crédibilisant. Quand tu reviens en France, c'est hyper crédible aussi parce que tu te rends compte quand tu arrives que tout le monde a déjà collationné l'article que tu as fait et là les mecs ils te disent wow, tu as quand même fait un bon coup. C'est tellement mieux quand ça arrive de l'extérieur. Hein. C'est-à-dire que tu peux rester 10 ans ici à faire la même chose. On va dire, ouais, bon, alors si on le dit de l'autre côté de l'Atlantique, c'est fabuleux. En termes de préparation, là aussi, j'apprends, on ne sait jamais, peut-être ça m'arrivera un jour. Tu vas au CES, alors c'est pas le vide-grenier du coin, là. C'est-à-dire tu ne te mets pas derrière ton stand et tu attends que les gens passent. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. J'imagine qu'il y a une grosse préparation de prise de contact sur place. Est-ce que c'est le CES, est-ce que c'est un endroit où on donne rendez-vous à des clients potentiels ou des choses comme... Comment ça s'organise? Alors, tu apprends par la suite que c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, d'accord. Mais quand tu es Facility, une petite start-up de Limoges qui croise dans un salon le patron du CES qui te dit dans 2 mois il y a le CES, vous venez. Alors déjà ça c'était hyper facile, mais bon, voilà. Tu es juste à la ramasse sur toute ta préparation. Donc ça veut dire que ton stand n'est pas prêt, tu ne sais pas comment tu vas l'acheminer, tu n'as pas de plaquette en anglais, tu n'as pas de site internet traduit. Donc c'est le rush non-stop jusqu'au moment où tu vas lancer le projet. Mais quand tu arrives sur place, de toute façon, tu n'as pas le choix. Il va falloir que tu répondes à un maximum de demandes. Donc, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est fait accompagner par un cabinet localement. Donc, on a cassé la tirelire en disant filez-nous un coup de main. Et là, l'objectif, ce n'est pas de décrocher des clients en réalité. C'est qu'est-ce qui va faire que je vais être éloigné ou pas de ce marché-là? Est-ce que je réponds culturellement à leurs besoins? Est-ce que je réponds tarifairement à leurs besoins? Est-ce que mon produit va avoir des écueils aux États-Unis que je n'aurai pas en France? Et là, tu engranges de l'expérience qui vont te servir pour les années suivantes à remodéliser ce que tu as fait. Et puis les années suivantes, tu refais le CES 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et puis là, ça se structure autour de toi. Ça s'optimise à chaque fois. La région Nouvelle-Aquitaine met en place des super équipes. Ils t'accompagnent, ils font la préparation. Il y a même ce qu'ils appellent les onboarding sur lesquels tu vas apprendre la gestuelle, tu vas apprendre à traiter les contacts, tu vas être en relation avec la presse. Génial ça. Et au fur et à mesure que tu te structures, tu te professionnalises. Exactement. Donc la première fois, on a essuyé les plâtres. C'est même nous qui avons raconté à Nouvelle-Aquitaine comment ça se passait, puisqu'on avait fait 2 ou 3 CES avant qu'ils lancent leur première mission. Mais aujourd'hui, on connaît très bien ce salon, on sait ce qu'on va y trouver, on sait ce qu'on n'y trouvera pas également, mais une présence est tout à fait souhaitable sur place parce que ça te donne une autre vision des choses et tu te projettes plus. Ah, c'est ce que... Alors, il y a le Japon aussi, hein, sur lequel tu es. Déjà, comment tu es arrivé jusque là-bas?
Encore une gestion d'opportunité. On a reçu, Facility, c'est 36 prix d'innovation qu'on a reçus dans plein de catégories, le handicap, le médical, l'international, l'internet, le digital. Et on est découvert par le ministère des Affaires étrangères du Japon, qui s'appelle le GETRO, qui nous dit, mais écoutez, on a vu ce que vous faisiez, on a vu les prix que vous avez reçus, on aimerait vous rencontrer. Donc, on les rencontre à Paris. Et ils nous disent, on va faire une mission exploratoire, on aimerait que les entreprises européennes viennent s'implanter au Japon. Donc cette mission, c'est cadeau. On vous invite pour que vous puissiez découvrir le Japon. Et on va mettre avec vous des consultants qui vont vous guider sur... alors là, je ne connaissais pas du tout moi, la culture japonaise dans le pays d'un point de vue business. Je la connais autre part. Mais... Et là, on est accompagné par une boîte qui nous présente beaucoup de clients. Et les clients ils disent, mais en fait, on a une population qui est super âgée au Japon et hyper connectée. Aujourd'hui, notre vrai problème, c'est de toucher cette population âgée qui va travailler sur un petit smartphone avec des vraies difficultés de vue et de motricité. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, il y a un marché. Et le consultant qui nous a accompagnés pendant ces 10 ou 15 jours au Japon était tellement devenu convaincu qu'il est devenu notre partenaire local. Et on a créé une société avec lui. Dans les 6 mois de la création de l'entreprise Facility, on avait déjà une filiale au Japon. On a eu la chance très récemment de signer un petit événement qui s'appelle les Jeux Olympiques de Tokyo. La Covid en a voulu un peu autrement, c'est-à-dire qu'on n'a bien sûr pas pu, on avait équipé les sites de transport qui permettaient d'acheminer les spectateurs d'un endroit à un autre, les sites hôteliers, les sites de restauration, tout ça s'est tombé à l'eau. Il nous est resté quand même tous les sites des villes hôtes des Jeux Olympiques, mais on est aujourd'hui sur le site de la ville de Tokyo, de Yokohama, de Kyoto, sur les différents grands quartiers de Tokyo comme Shibuya, et on a beaucoup de clients maintenant tokyoïtes avec des collaborateurs qui sont basés à Tokyo. Alors justement, deux choses, je reviens juste sur les prix. Quand tu dis on a eu 36 prix, pour que les gens comprennent bien, comment ça marche ça? C'est pas quelqu'un qui observe et puis qui vous donne un prix, j'imagine. Ça se prépare tout ça. Vous candidatez pour des prix, hein, c'est ça hein? C'est ça, c'est comme le concours Lépine, c'est-à-dire que tu dis j'ai une innovation, j'aimerais savoir si dans le secteur qui vous caractérise, donc je sais pas, vous êtes dans le monde du secteur social, est-ce que cette innovation a un sens pour vous? Et on te demande de monter un dossier. Donc soit ce sont eux qui viennent te chercher en te demandant de candidater, soit tu postules et tu déposes un dossier. Et voilà, il y a des critères de notation, il y a des jurys. Tu as des endroits où tu vas avoir 50 dossiers, tu en as d'autres, tu en as 5000. Et en fonction de ces dossiers-là, de la réponse... C'est du temps et du travail. C'est beaucoup de temps, mais c'est de la légitimité. Voilà, c'est de l'investissement avec un retour en termes de notoriété, en termes de com. Quand tu nous as parlé des États-Unis, on sent bien effectivement qu'à un moment donné, tu vas là-bas, il y a des choses à apprendre. Hein, il y a un marché à décrypter, il y a des règles à comprendre. Tu le dis, au départ, vous avez pris un consultant, une boîte de consulting. Au Japon, j'allais dire encore pire, hein, c'est encore plus éloigné de nous. Aujourd'hui, ça veut dire que Facility a des bureaux à l'étranger, a des collaborateurs à l'étranger, parce qu'on ne peut pas travailler à distance ou simplement faire les allers-retours. Déjà, qu'est-ce que ça, moi je le sais puisque tu me l'as dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça implique pour toi en termes de présence, en termes présentiels, hein, vraiment, les voyages, etc. Et aujourd'hui, Facility, c'est quoi à l'international en présentiel? En présentiel, c'est très peu parce qu'on a passé le Covid et qu'en effet, ça a été quelque chose de très compliqué. Donc, on a réduit les équipes, malheureusement. On avait 3 personnes au Japon, il reste 1 personne au Japon. Et là, on est en train de restructurer, on est sur l'embauche de 3 nouvelles personnes au Japon. Plus nos partenaires existants. C'est-à-dire qu'en propre Facility, il va y avoir 4 personnes et on a notre partenaire qui lui a 7 personnes au Japon qui nous hébergent et avec des bureaux physiques où on est présent et où on peut faire du développement et de la technologie. C'est-à-dire qu'il y a aussi une part de développement là-bas? Il y a une part de contrôle qualité. D'accord. Puisque l'écriture japonaise, tu le sais, n'est pas d'un alphabet traditionnel et que quand on fait certains traitements, nous, manuellement, je le rappelle, on prend des parties qui sont de dire on va couper cette phrase à cet endroit-là, on va refaire une colonne comme ça, etc., etc. Et ça peut parfois troubler le sens des contenus qu'on va mettre en œuvre. Et donc, on a un contrôle qualité qui est fait sur place. D'accord. Exactement. Aux États-Unis? Aux États-Unis, on a 1 personne pour l'instant. Et en fait, la prochaine étape est de créer le bureau. Donc,
difficile d'aller aux États-Unis, sauf depuis quelques mois où ça s'est un peu calmé. On a un peu plus de facilité et en effet, donc la création de la structure est prévue pour cet été avec là l'embauche de 3 personnes également complémentaires. Aujourd'hui, la personne aux États-Unis, c'est quoi? C'est un chargé de développement commercial ou c'est un technicien? Non, c'est quelqu'un qui est plutôt à vocation commerciale, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur le développement de réseaux, d'entreprises étrangères et qui nous a rejoints et qui devient la personne, c'est une femme, qui va être la directrice de l'ensemble des États-Unis pour le compte de la marque. Comment, parce que Facility existe toujours, hein, c'est un bébé, pas Facility, IT Communication existe toujours, Facility est un bébé hein, de IT Communication. C'est quoi le fonctionnement entre les équipes, j'allais dire, de Facility et de IT Communication? Parce que voilà, avant, IT Communication, c'est là, à Limoges, là on parle du Japon, on parle... est-ce qu'il y a quelque chose des États-Unis? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Parce qu'on ne gère plus tout à fait le personnel de la même façon, si? Non, mais en fait, on est toujours dans les mêmes bureaux. Ouais. Donc ça veut dire qu'on partage tous les jours la machine à café. On se retrouve souvent juste à côté de notre emplacement à Esther, dans un petit endroit qui s'appelle Lilo, où on peut manger nos sandwichs, écouter un morceau de musique et ce genre de choses-là. On est ensemble. Et puis quand on a une problématique, on peut la résoudre aussi ensemble parce que c'est pas parce qu'on n'est pas avec la même feuille de paye ou la même en-tête qu'on n'a pas la même valeur portée au départ. Je vous rappelle que E.T. avait les mêmes valeurs que celles de Facility, bien entendu. C'est elles qui les ont même insufflées. Donc, on continue à partager. Tiens, j'ai un problème sur un serveur. Tiens, j'ai traité ça, comme ça, comme ça. Il y a eu l'incendie d'OVH. Comment on a traité? On a traité comme ça. Et on est sans arrêt dans l'échange. Donc, on se nourrit. Et heureusement qu'on a ça. Ça permet de pousser les uns les autres. On a de super graphistes chez E.T. Ils donnent des coups de main sur le côté l'œil qui va bien, sur regarder comment est fait le site et est-ce qu'il va être plus fonctionnel ou moins fonctionnel. Et puis, on a des gens qui sont des spécialistes de la mise en forme chez Facility qui vont donner des coups de main aux gens dites, on croise tous ces savoir-faire-là. Toi, là-dedans, il n'empêche que tu restes le boss. Je fais le grand écart, ouais. Voilà, tu es un coup là, un coup pas là, etc. Je reviens sur le côté très spécifique de Facility. Au départ, tu n'es pas ingénieur, c'est pas ton truc. Donc, ça veut dire que à la fois, tu dois apprendre vite, tu dois mettre tout ça dans un ensemble, hein, dans l'ensemble de la gestion d'entreprise. Et puis, tu dois... je pense, faire le bon choix des collaborateurs parce que ce sont des univers vraiment... comment tu le vis, toi, tout ça? Mais je ne sais pas si je fais le bon choix. Il y a des fois, je me trompe. Il y a des fois, je me trompe. Oui, c'est comme tout le monde. Mais je fais naturellement confiance aux gens et principalement les gens qui travaillent avec moi. Si on est ensemble, c'est qu'il n'y a pas de hasard là non plus. On est en train de vivre une histoire commune. Donc, quand je ne suis pas là, les gens, ils se débrouillent. Ils se débrouillent, ils me contactent, ils m'envoient un SMS, ils m'envoient... Alors quand tu n'es pas là, c'est quoi? Ça veut dire c'est combien de fois par mois que tu n'es pas là? Si la Covid nous permet de voyager normalement, je suis aux États-Unis tous les mois et demi à peu près, États-Unis, Canada, peut-être bientôt Brésil en même temps. Le Japon, c'est tous les 3 mois. J'ai un collaborateur, directeur général Yves, qui est tous les mois et demi également au Japon. Donc on essaie de couvrir ces zones-là parce qu'on a nos propres collaborateurs sur place. Pendant notre absence, tout simplement, il y a des gens qui sont en relais, on a des gens qui sont suffisamment seniors dans leurs compétences pour nous remplacer. Et heureusement qu'on n'est pas irremplaçable, c'est vraiment l'objectif que les gens aient d'autonomie. Et moi, j'aurais du mal à travailler avec des gens qui ne sont pas autonomes et qui attendent tous les matins que je leur donne le droit d'aller chercher un café. Non, on est grand, on se débrouille. Assez serein, serein quant à tout ça. On a l'impression en tout cas que ce cheminement se fait finalement assez simplement. Hein. Est-ce qu'il y a des doutes quand même par moment ou pas? Tu as toujours des doutes. Tu as toujours des doutes, j'ai fait le bon choix, j'ai pas fait le bon choix. Est-ce que je dois faire rentrer des fonds ou est-ce que je dois pas en faire rentrer? C'est une espèce de mode aujourd'hui. Mais pour accélérer, il faut le faire. Par contre, tu vends ton âme au diable ou tu ne fais que donner une petite partie de ce que tu es. Ou... Voilà, il y a une espèce de concours aujourd'hui au niveau des startups. Voilà, il va falloir y passer forcément un jour ou l'autre parce que pour accélérer, il faut de l'argent que l'on n'a pas. On est toujours sur nos propres deniers. Et comme je disais, on consomme le cash que l'on gagne parce qu'on le réinvestit sans arrêt. Donc dans l'idée, c'est de se dire, il faut avoir des doutes parce que ça permet de peut-être prendre les bonnes décisions, de se poser les bonnes questions en tout cas. Après, la décision, quand tu l'as prise, tu n'as plus le choix. Et tu y vas et puis tu avances. Il faut être raisonnablement aventurier. Ouais, aventurier avant tout. Voilà. Aventurier raisonnable, mais aventurier avant tout. Ouais.
Alors justement, tu parlais de cet argent, donc il y a tout un écosystème aussi autour des startups. On va écouter là le témoignage d'une dame, ça m'a marqué, voilà, enfin, je lance la vidéo. Bonjour à toutes et tous, je suis Clara, je travaille pour French IoT. French IoT Impact Cross Technologies, c'est le programme accélérateur startup du groupe La Poste. Et donc nous, on a eu la chance de rencontrer Frédéric et ses équipes parce que Facility a été lauréate du concours French IoT et donc a suivi pendant près d'1 an le coaching et l'accompagnement dédié French IoT. Alors évidemment, ce que l'on a apprécié chez Facility, c'est évidemment la promesse de la solution qui est complètement en phase avec les valeurs qu'on prône nous au sein du groupe La Poste, c'est-à-dire offrir des services, en l'occurrence numériques, qui soient accessibles au plus grand nombre et en toute simplicité. Et c'est d'ailleurs une solution qu'on a tout de suite intégrée sur le blog French IoT, qui là va être implémentée prochainement sur le site de DocaPost, donc filiale du groupe La Poste, et on l'espère sur d'autres sites d'entités du groupe. Et puis, évidemment, au-delà de ça, c'est vraiment Facility, ça a vraiment été une équipe, et Frédéric, qui porte cette équipe, une équipe ouverte, à l'écoute des conseils qu'on a pu apporter dans le cadre du programme, mais aussi qui a su nous apporter beaucoup par des remarques pertinentes, des échanges entre pairs au sein des entrepreneurs, etc. Donc ça a vraiment été très enrichissant pour nous de rencontrer Facility et cette belle équipe portée par Frédéric. Voilà, un beau témoignage. Donc ça, effectivement, ce sont des clients, des contacts qui font que les choses s'accélèrent assez vite. Oui, on fait partie d'accélérateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes marques ont tendance à aller non plus investir dans leur propre département R&D, mais de créer des départements accélérateurs dans lesquels ils viennent sourcer quelques startups qui les intéressent, ils viennent les nourrir, les challenger, les former et tirent en effet une partie de l'innovation pour eux, pour leur permettre d'équiper et sans avoir à le produire eux-mêmes. C'est tout à fait intéressant, mais pour nous, ça nous permet sans arrêt de nous poser des questions et de nous remettre en cause sur les développements qu'on va faire. Et moi j'adore parce que je te le disais tout à l'heure, je suis un start-upper un peu mature, je suis un des rares à avoir les cheveux blancs quand je rencontre les jeunes fous et les jeunes loups. Ils me bousculent sans arrêt. Et moi, je leur dis, gamin, ça fait un paquet d'années quand même que je traîne mes guêtres en tant que chef d'entreprise, mais je peux t'apporter aussi un peu. Et cet échange-là, il est génial. Donc, tant qu'on a la possibilité de se faire bousculer, on apprend des choses et c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc là aussi, pour que les gens comprennent bien, ceux qui ne connaissent pas, forcément, donc TF1 Media Lab. C'est un accélérateur TF1. LVMH. C'est l'accélérateur du groupe LVMH. Showroom privé aussi. La Poste, donc voilà. Ouais. Effectivement, ça fait un appel d'air avec beaucoup d'exigences, j'imagine. Il ne faut pas croire non plus que c'est simplement. Alors, on a au moins un spectateur. Je ne sais pas si tu le connais, c'est un certain Philippe D. qui dit « Philippe garde toujours son esprit très singulier de type start-up, je pense, avec une grande créativité, une fluidité dans les échanges, mais surtout un esprit de conquête et d'ouverture à l'international. » On le reconnaît bien. Ça va être mon frère. On le reconnaît bien. On le reconnaît bien, ce Philippe Daly de la CCI. Salut Philippe, c'est gentil d'être là. Et effectivement, je crois que vous avez l'occasion de vous croiser et que vous avez quelques valeurs et quelques centres d'intérêt communs. Effectivement, on sent bien cet esprit. Alors oui, je suis assez d'accord, un esprit de conquête et d'ouverture à l'international, oui, même si, je ne sais pas si j'aurais dit conquête, mais en tout cas de dépassement peut-être, je ne sais pas, conquête. Ouais, conquête, parce que je pense que on ne doit pas s'arrêter au pied de notre porte. En fait, ce développement-là, il vient d'un jour de la rencontre avec un préfet à Limoges, Michel Jo, le mec qui m'a frappé, il m'invite dans son bureau, il me dit voilà, assieds-toi, raconte-moi ton histoire. Et en fait, je lui dis, ben voilà, j'ai créé un truc, je vais essayer de le vendre à Limoges. Il me dit, mais tu vois rien toi? Ouais. Le préfet qui me parle comme ça, il me dit mais ta vision il faut que tu l'ouvres un peu et va plus loin. Et il m'a peut-être donné cet esprit de conquête que je n'avais peut-être pas ou j'arrivais pas à le révéler. Lui il a été le booster. Et oui, les rencontres, on le dira toujours. Moi je le dis toujours pour les jeunes, c'est pour ça que je fais toujours commencer
les émissions par la présentation des parcours, parce que les parcours, c'est jamais vraiment rectiligne. Et en fait, on se rend compte que c'est fait de hasard, de rencontres, en tout cas d'action, et puis que des portes s'ouvrent ou se ferment. C'est jamais complètement anodin. Là, c'est pareil. C'est pareil. On va parler de l'innovation. On se rapproche de la fin. Tu l'as déjà dit. Et je voudrais qu'on ait le témoignage de Stéphane Houdet. Alors que des gens, peut-être certains ne connaissent pas. Toi, tu l'as rencontré, j'imagine. Même la semaine dernière, j'étais avec lui encore. Voilà. Ouais. Et ben, on va écouter. On va prendre le temps d'écouter Stéphane Houdet et on va voir justement ce que veut nous dire Frédéric avec ce témoignage. Alors il se trouve que ma discipline est un combiné de tennis et de sport mécanique. Et depuis les Jeux de Pékin, en fait, je me suis intéressé à l'amélioration de mon sport, à l'amélioration de ma pratique. Assez rapidement, grâce à des cyclistes au départ qui étaient des passionnés de technologie, j'ai cherché à améliorer la façon de me déplacer sur le court avec un objet particulier, ce que j'ai appelé assez rapidement une Formule 1. Et j'ai travaillé avec une équipe de chercheurs pour développer un concept complètement nouveau qui, plutôt que de partir de l'existant pour jouer au tennis, j'ai demandé à des chercheurs de me remémorer les gestes que je faisais auparavant, un coup droit debout, un revers debout, un service debout, et de me faire rouler. Et à partir de là, bien, une thèse a été rédigée, des travaux de recherche ont été mis en place, et en fait je joue aujourd'hui avec une vraie Formule 1. Voilà, on a écouté Stéphane Houdet. Là, on est pile poil dans l'innovation, hein, c'est ça. Alors, quel est le lien avec Facility? Bon, Stéphane Houdet, champion olympique tennis fauteuil. Je crois qu'il a gagné 10 fois Roland Garros. Il a gagné 2 ou 3 fois le Grand Chelem en gagnant tous les tournois de tennis de la Terre. Il est porte-drapeau de la délégation française paralympique. C'est un énorme monsieur. Et le point commun qu'il peut y avoir entre nous, c'est simple. Il a refusé ce qu'on lui a imposé comme étant un fauteuil avec des roues qui lui permettent de se déplacer sur un court. C'est-à-dire, on lui dit, tu es handicapé, tu as une jambe en moins, tu vas utiliser ça. Il a recréé quelque chose par rapport à son besoin. Et il l'a exprimé très bien. Il avait à conserver une gestuelle. Et il a dit, je veux que ce soit mon geste qui soit conservé et vous allez greffer quelque chose qui va me permettre, quelque part, d'avoir une ceinture qui va enserrer mes jambes et que je vais pouvoir faire tourner avec mon bassin et plus bouger simplement avec mes bras. On est donc parti du besoin de l'utilisateur, le tennisman professionnel, pour arriver à décliner un outil qui fonctionne. Le parallèle avec Facility, on est parti des besoins de l'utilisateur pour créer la technologie qui va derrière. Et là où il y a des prérequis au départ qui sont de dire tu vas fonctionner sur un terrain de tennis avec une chaise roulante qu'on aura déterminée, lui il est arrivé en disant je vais tout péter et je vais vous la faire la chaise roulante et ça va être quelque chose de différent. Et très rapidement, ses concurrents l'ont imité en disant repartons d'un besoin utilisateur beaucoup plus qu'un outil que vous allez nous fournir. Facility, c'est un peu ça. Là, c'est effectivement le point commun. On arrive au bout, hein, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Moi, je ne vois pas le temps passer. Allez, depuis 2013, quelles sont les grandes étapes qui t'ont marqué? Soit en termes d'anecdotes, soit en termes de rencontres, voilà, 2-3 comme ça. Qu'est-ce que tu gardes de tout ça? Si tu devais garder que 2-3 trucs, ça serait quoi? La première chose, c'est ma première rencontre avec l'association France Parkinson pour faire les premiers tests, pour essayer de comprendre pourquoi quelqu'un qui a des troubles du mouvement ne peut pas se servir correctement de nos ordinateurs, même si ça paraît assez simple comme ça. Et où j'avais face à moi donc une quinzaine d'utilisateurs et il y avait un gars qui avait mon âge en fait. Je vous parle de ça il y a une dizaine d'années, donc très jeune pour avoir Parkinson. Et j'ai vu le gars jeter l'ordinateur contre le mur. Voilà, ça c'est un truc qui m'a frappé et je me suis dit c'est pas possible, ça pourrait être moi. Deuxième chose, je reparlerai de la rencontre avec Gary Shapiro, c'est le patron du CES, c'est un accélérateur qui est importante. Et la troisième chose qui me bluffe au quotidien, c'est les gens avec qui je bosse parce que on partage ces valeurs-là. On fait pas ça pour avoir de la reconnaissance, on fait ça parce qu'on a envie de trouver des solutions. Et qu'on est sans arrêt en train de trouver des choses, et on va vous sortir des trucs dans quelques années, mais qui vont décoiffer tout le monde,
pas tous, pardon. Pas tous, ouais. Oui, et, merci. Et qui permettront réellement, j'espère, d'avoir une avancée pour accompagner plus de monde. Donc, ouais, les gens avec qui je bosse, c'est forcément ça fait partie forcément des rencontres qui sont les plus belles. Et ma dernière question, qu'est-ce que tu voudrais avoir fait dans 5 ans? Tu le dis, vous allez développer d'autres choses, mais allez, à 2 niveaux. Qu'est-ce que tu veux que Facility ait atteint comme objectif d'ici 5 ans? Et qu'est-ce que Frédéric Sudreau veut dans 5 ans? Facility, alors je ne peux pas vous livrer les points de notre recherche aujourd'hui, mais j'ai une idée extrêmement précise de là où je veux aller, comment je veux y aller. Là encore, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la réalité très très possible, puisqu'on a fait les tests. Facility, il faut que ça devienne une référence mondiale sur ce domaine-là. J'espère qu'on aura concilié les différentes approches de l'accessibilité pour servir le plus grand nombre. Ça, c'est vraiment le souhait, et que Facility se positionne bien sur ce marché. Titre personnel, c'est simple. Moi, dans 5 ans, j'aurai un âge qui deviendra canonique. Donc peut-être avoir trouvé la personne qui sera capable de me remplacer, de redonner autant d'énergie que j'ai pu en donner. Je suis sûr que j'en aurai encore dans 5 ans. J'espère que je pourrai rester. Tu penses encore. Déjà? Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. On le sait, la transmission d'entreprise, avec tout, en plus tout ce que ça a, surtout, je dirais chez toi, avec toutes les valeurs, tout le sens, est quelque chose qui est loin d'être évident. Ça se mature, ça se réfléchit, ça s'évalue. C'est quelque chose qui, alors je ne dis pas qui t'obsède, mais c'est quelque chose que tu commences déjà à structurer dans ta tête ou... Ouais, pour moi, je n'ai pas le droit de ne pas y penser, c'est-à-dire que je m'éloigne de ces nouvelles technologies, de cette nouvelle génération qui arrive avec des choses que, même si je suis issu de ce monde de la communication et de la tech, parfois me déroute un peu. Je me dis, dans 5 ans, je ne veux pas passer pour un vieux con, donc il faut absolument que j'ai trouvé la solution et le mec qui va porter cette flamme que peut-être j'aurais du mal à concevoir. Et puis voilà, j'ai vraiment un objectif, pas perso, mais d'entreprise. Et quand je l'aurai atteint, je pense que j'aurais peut-être atteint aussi ma limite personnelle, intellectuelle. Tu penses que tu fermeras la porte facilement? Non, je ne pourrais pas la fermer. Mais c'est pas grave. Tu pourras aller dans le jardin. Exactement. Exactement. Eh ben, écoute, merci plaisir. merci beaucoup Frédéric. Moi j'ai beaucoup appris, hein. Je ne vous cache pas, je le suis dans les journaux. Vous savez, je suis le gars d'ici, moi je regarde le Popul, les Sudreau, Japon et tout. On lève les bras au ciel dès qu'un gars il sort d'ici. Non mais ça a un côté magique. Ce qui est, j'espère au moins que dans cette émission, voilà, vous aurez entendu que c'est un gars qui fait des choses parce qu'il y croit, parce qu'il a des valeurs, avec d'autres gars, avec des femmes, etc. Finalement, c'est très complexe. Mais au départ, ça part de quelque chose de très facile, l'envie, la motivation et le sens. On est d'accord? Oui, d'accord. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Moi, je ne vous dis pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je fais autre chose, parce que j'ai le droit aussi de faire autre chose. Mais dès la semaine d'après, on revient avec un nouvel invité pour parler économie, emploi. Je vous rappelle juste avant de vous quitter, premièrement, que vous allez pouvoir retrouver cette émission en replay dès ce soir sur le site www.emploinouvelleaquitaine.fr. emploinouvelleaquitaine.fr. Je pense que c'est le meilleur site de recrutement de Nouvelle-Aquitaine. Je le dis pour les employeurs, la publication des offres d'emploi est gratuite, la consultation des CV est gratuite. Voilà, il n'y a plus qu'à, que j'entende pas dire on n'arrive pas à recruter, vous n'avez qu'à poser votre offre. Et puis je vous dis une fois de plus à la semaine prochaine. Bye bye et puis bonne soirée. Merci, au revoir.